traditionnelles, la préservation de valeurs traditionnelles, le dialogue culturel et humanitaire. Le deuxième sommet Russie-Afrique a défini les volets clés de notre coopération d'ici 2026. Conformément à la déclaration du sommet, nous avons établi un nouveau format de la coopération au niveau de ministres des Affaires étrangères et chefs des rassemblements d'intégration. Les conférences ministérielles du Forum du partenariat Russie-Afrique visent à renforcer la coopération multifacette de la Russie et les pays africains dans toutes les dimensions, la politique, la sécurité, l'économie, les sphères techniques, culturelles et humanitaires. La première conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique réaffirme notre volonté mutuelle d'établir les relations à long terme équitables entre la Russie et l'Afrique. La première conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique en faveur de la paix, la sécurité et le développement. Le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergei Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et les Africains à l'étranger de la République islamique de la Mauritanie, M. El Ould Ezzoug, Monique Nsanzabagagwe, la présidente de la Commission africaine et la directrice de l'Institut africain de l'Académie scientifique de la Russie, Madame Irina Abramova. Chers collègues, chers amis, nous commençons la cérémonie de clôture de la première conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique. Ma première question va au ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Lavrov. Monsieur Lavrov, nous nous rencontrons encore une fois dans la ville de Sochi où, en 2019, nous avons tenu le premier sommet Russie-Afrique qui a donné un signal puissant aux pays africains et aux autres pays que la Russie voit l'Afrique en tant que son partenaire clé stratégique. En 2023, lors du deuxième sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg, d'après moi, nous avons effectué une transition importante des déclarations vers les mesures concrètes sur le volet africain. Nous avons élaboré un plan d'action pour le partenariat Russie-Afrique pour la période jusqu'à 2026. Selon ce plan, on a établi le nouveau mécanisme de conférence ministérielle annuelle. Aujourd'hui, nous terminons les activités de la première conférence. D'après vous, est-ce qu'on a réussi à rendre ce mécanisme, à transformer ce mécanisme en plateforme pour la résolution de problèmes et pour le renforcement de la coopération? Je pense que nous avons bien travaillé, nous avons adopté des documents, la déclaration finale commune qui contiennent les évaluations communes de la situation mondiale en général, qui portent sur l'état d'affaires dans notre partenariat économique, politique, celui en matière d'investissement, de sécurité, la lutte contre les menaces, en matière d'enseignement, en matière humanitaire, culturelle. Toutes ces appréciations sont accompagnées d'arrangements concrets qui portent sur tous les domaines. Et il s'agit de plusieurs feuilles de route qui seront promues dans les jours à venir, y compris lors de la préparation à la deuxième conférence ministérielle du Forum du partenariat Russie-Afrique. À présent,
personne de nos collègues africains n'ont envoyé des invitations, mais nous allons atteindre ces invitations. Nous sommes prêts à nous rendre à n'importe quelle région du monde pour nous rencontrer avec nos amis africains. La décision qui était prise l'année dernière à Saint-Pétersbourg sur les conférences ministérielles régulières nous oblige d'unir nos efforts. Les représentants de nos gouvernements, les milieux d'affaires travaillent également et notre objectif en tant que ministère des Affaires étrangères, des coordinateurs des affaires, des relations au niveau international, notre objectif est d'empêcher le blocage de ce processus. Et l'un des objectifs clés que nous avons fixés, qui était prononcé par moi lors de toutes les rencontres avec mes amis africains, consiste à la nécessité de nous débarrasser de la dépendance de mécanismes globaux contrôlés par nos pays, par nos partenaires occidentaux. Aujourd'hui, nous avons parlé beaucoup de cette globalisation qui était promue depuis plusieurs décennies par l'Occident en tant que moyen unique de fonctionnement de l'économie mondiale. Cette même globalisation est détruite par l'Occident lui-même. L'économie est fragmentée à cause des sanctions unilatérales, à cause de l'utilisation à des fins malveillantes du dollar. Il existe un autre phénomène qui concerne le règlement de paiement. Alors, l'Occident a construit ce système de la globalisation et a promu ces idées, les idées de la concurrence loyale, l'inviolabilité de la propriété et les autres bases de l'économie de marché. Toutes ces idées ont été anéanties par l'Occident pendant ces années récentes. Elles s'estompent dans l'air maintenant parce que les sanctions ont détruit ces principes sacrés du capitalisme. C'est pourquoi la fragmentation de l'économie mondiale persiste dans toutes les régions du monde, en Afrique, en Asie, dans l'Amérique latine, aux Caraïbes. Les gens cherchent les voies, les moyens de développer leur économie, régler les problèmes sociaux, satisfaire les intérêts, les besoins de leur peuple, de faire en sorte que les chaînes logistiques, les chaînes de transport, les chaînes de financement ne soient pas influencées par les caprices de nos collègues occidentaux et ne soient pas influencées par les conditions imposées par la FMI. Et si on parle de l'Afrique, l'Afrique ne doit pas rester dans ces circonstances quand l'industrialisation reste un objectif très éloigné. L'Afrique produit les matières premières et la valeur ajoutée va à l'Occident. Elle reste dans les entreprises occidentales. C'est une situation injuste. Nous avons essayé d'analyser cette situation en 1960, quand la déclaration sur l'indépendance de peuples colonisés a été adoptée à l'initiative de l'Union soviétique. Nous avons vu la renaissance du continent africain. Le colonialisme a été liquidé, mais en fait, les vestiges du colonialisme persistent toujours malgré les résolutions de l'Assemblée générale qui portent sur la nécessité de décoloniser toutes les régions du monde. Mais les anciens colonisateurs préservent ces territoires, ne veulent pas les rendre aux peuples qui habitent sur ces territoires. Mais à présent,
nous sommes témoins d'une vague de la lutte contre le néocolonialisme qui concerne les pratiques financières et économiques qui ne donnent pas aux pays africains la possibilité d'utiliser eux-mêmes leurs riches ressources naturelles. L'élaboration de mécanismes qui vont permettre à l'Afrique d'aboutir à l'industrialisation, au développement, qui vont permettre à l'Afrique de créer les emplois, non à l'Occident, mais en Afrique elle-même. Tous ces processus, nous y sommes d'accord, ont déjà commencé. Et la Fédération de Russie peut aider l'Afrique et nous allons faire tout notre possible. Depuis l'époque de l'Union soviétique, depuis l'époque de la décolonisation, nous avons créé les entreprises industrielles en Afrique. Nous avons créé les facilités qui favorisaient la résolution de problèmes sociaux, les problèmes en matière d'enseignement. Et je crois que vous avez suivi l'adresse de M. Poutine au Forum international de Valdai, où il a dit de façon très concrète, je cite, « Nous n'avons pas de dispute, de contradiction avec les pays africains. Le niveau de la confiance, la sympathie commune sont très élevés parce que les relations avec le continent africain n'étaient pas dans l'ombre. Nous n'avons jamais exploité les peuples africains. Et cette position reste pertinente aujourd'hui et elle devient même plus pertinente. L'Union soviétique, après son effondrement, quand la Russie a commencé à rétablir les structures nationales, a fait une pause dans les relations avec l'Afrique. Mais depuis 20 ans, nous renforçons de façon efficace la coopération avec l'Afrique à la base des traditions qui étaient créées, qui étaient posées pendant la période de la décolonisation de l'Afrique, ce qui a contribué à l'industrialisation et le développement de l'économie libre en Afrique. C'est pourquoi la déclaration, à part la déclaration finale, nous avons maintenu les discussions très riches en contenu sur les sujets qui portent sur les transformations profondes qui se passent dans le monde. Et sans aucun doute, tout cela va couronner de la construction, de la formation d'un nouvel ordre du monde. Et bien sûr, le continent africain va jouer un rôle considérable dans ce nouvel ordre du monde. Je vous remercie, Monsieur Lavrov. Je voudrais ajouter que notre président, Vladimir Poutine, lors de la conférence de presse à l'issue des conférences en marge des BRICS, du sommet BRICS, il a dit que l'Asie et l'Afrique deviennent de nouveaux pôles de la croissance économique. Ma deuxième question est pour le ministre des Affaires étrangères de la République de Mauritanie, son Excellence Mohamed Salem Ould Merzoug. Votre Excellence, la Mauritanie assure la présidence au sein de l'Union africaine pour la deuxième fois et récemment, l'Union africaine joue un rôle de plus en plus considérable dans la politique, dans l'économie mondiale. Il y a une zone d'échange libre continentale. L'Afrique fait partie du G20. Les deux pays africains ont rejoint les BRICS, mais la voix de l'Afrique sur l'arène dans l'arène internationale n'est pas tout à fait prononcée, n'est pas très forte et les institutions traditionnelles essaient de satisfaire les intérêts communs mais utilisent les méthodes néocoloniales. Alors,
qu'est-ce qu'on peut faire avec cela et quel est le rôle de l'Afrique? On parle de la sécurité dans un sens le plus large de ce mot. D'après vous, quel pourrait être le rôle de la Russie dans la résolution, dans la prévention de conflits, la lutte contre le terrorisme et dans la sécurité alimentaire, dans la sécurité d'information, dans la sécurité économique de tous les pays? La question que vous avez bien voulu me poser. Et je viens de rappeler que notre pays assure en effet maintenant la présidence en exercice de l'Union africaine. Je voudrais dire que le monde connaît des difficultés aujourd'hui. L'Afrique aussi connaît des difficultés. Et comme vous le savez, nous pensons que c'est la période la plus dangereuse que le monde ait connue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, il a été construit, comme vous le savez, une nouvelle architecture qui a pris plusieurs formes. D'abord, une forme juridique avec la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce qu'on appelle aujourd'hui le droit international. Et puis, bien sûr, il y a notre maison commune qu'on appelle les Nations Unies, qui était un peu le symbole, qui était un peu la garante de ce qui se fait. On constate malheureusement que cette maison commune est aujourd'hui chahutée, elle est contestée contestée par ses États membres, et parce qu'elle ne réussit plus à faire cesser la guerre là où elle se trouve. Elle ne reflète plus non plus d'ailleurs le rapport de force sur le plan géopolitique, et qui fait que nous, en tant que continent africain, on est absent de l'ensemble de ce système qui constitue un peu les instruments de la gouvernance au niveau mondial. Et donc, je pense que par rapport à cette question précise qui concerne les bases, les fondements même de l'ordre international tel qu'il fonctionne, il y a une convergence, au moins de point de vue, entre la Fédération de Russie et nous-mêmes pris collectivement, donc nous en tant qu'Union africaine. Mais pour qu'on puisse jouer le rôle qui est le nôtre et qui nous revient, parce que nous avons fait donc le pari sur deux valeurs qui me semblent, qui symbolisent un peu l'Union africaine. D'abord l'intégration, bien entendu, et notre union. C'est de cela qu'on va tirer notre force. Et on a tout un potentiel qui est un potentiel extrêmement important. Il ne faut pas oublier que nous sommes d'abord un continent jeune sur le plan démographique, donc un continent jeune. Il y a 1,4 milliard de personnes, dont 62% de jeunes, c'est-à-dire qu'au moins de 25 ans, alors que la moyenne à l'échelle mondiale elle est d'à peu près 30 ans. Nous, on est à moins de 25 ans, ce qui fait un peu, c'est une force, je crois, importante. Nous avons aussi 60% de nos terres arables qui ne sont pas encore mises en valeur. Les minéraux critiques qui vont alimenter les industries de demain se trouvent aussi chez nous. Et donc, on a, je crois, des ressorts solides qui nous permettent de batailler pour la place qui nous revient de droit. J'ajoute aussi, et ça c'est quand même important, et ça on le partage, je crois, avec la Russie, je crois qu'on en a discuté hier autour du dîner, on est quand même un vieux continent, nous sommes le berceau de l'humanité, et on a aussi cette force historique, anthropologique qui peut forger une forte identité pour notre population. Et je pense que ça c'est un second point de convergence qu'on a aussi avec la Russie. Elle a son histoire, elle a une identité forte. Et donc nous sommes
je l'ai dit, on est à la fois un continent riche, un continent jeune, un continent dynamique, et qui doit retrouver en effet sa place. Sa place où, d'abord, dans le cadre multilatéral tel qu'il existe, et donc il y a, de notre point de vue, un consensus qui a été trouvé de Zulweni, et je crois que nous défendons tous, donc une présence au niveau du Conseil de sécurité. Il y a, en tout cas de ce que j'ai entendu lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, un fléchissement dans un certain nombre de gens qui acceptent ou qui pensent que l'Afrique doit être présente au niveau du Conseil de sécurité. Mais on pense que ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres mécanismes. Il n'est pas juste qu'on discute des questions de développement, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre les changements climatiques, et on laisse un continent comme le nôtre hors du champ et hors des centres. Et donc pour nous, on est pour la reconstruction de cet ordre mondial sur de nouvelles bases qui soient des bases à la fois justes, et qui soient équilibrées et qui soient transparentes. La deuxième chose pour laquelle on milite aussi, je pense, et c'est une convergence aussi qu'on a avec la Fédération de Russie et d'autres pays aussi, c'est que l'unilatéralisme a conduit le monde dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Des guerres en Afrique, des guerres en Europe, des guerres en Asie et peut-être d'autres points chauds. Donc notre rôle à nous tous est de faire en sorte qu'il y ait... Et tout ça, c'est parce qu'il y a globalement un sentiment d'injustice. Et c'est ce qui fait qu'il y a une vraie émergence dans un certain nombre de courants par rapport auxquels chacun donne un nom. En Russie ou ailleurs, on parle de Sud global. Par ailleurs, on parle de majorité mondiale, comme chez vous. Donc, c'est le terme qui a été utilisé comme le penseur de chez vous, Sergueï Karagalov. Donc, nous, on pense qu'il y a un autre courant aussi au niveau africain, le néo-souverainisme qui est en fait une lame de fond qu'on retrouve au niveau des populations africaines et qui n'est pas un épiphénomène, c'est un problème de fond qu'on ressent au niveau de nos populations. Et c'est ce qui fait que, comme l'a dit, je crois, le musée étranger russe, il y a une esquisse, une ébauche d'une sorte de renaissance nouvelle et qui fait que ces populations africaines, cette jeunesse africaine est là pour en effet porter ou en tout cas être les fers de lance de cette renaissance-là qui fait qu'il y a une réaffirmation de notre identité, il y a aussi une réaffirmation de notre indépendance à tout point de vue, sur le plan politique, sur le plan militaire et sur et puis ensuite faire en sorte que nous puissions nous-mêmes dessiner les bonnes perspectives pour nos pays et non pas être là pour... Il y a trois choses qui sont importantes pour chacun de nos États réunis ici. Trois choses. D'abord, chacun de nos pays a ce qu'on peut appeler des strates de population. Ça, c'est le deuxième critère, premier critère pour qu'il y ait un pays. Deux, chacun de nos pays a un système politique qui le gouverne. Vous pouvez le qualifier comme vous voulez, mais c'est un système politique. Trois, et c'est ça qui nous pose problème, c'est que il y a sur le plan économique souvent quelques difficultés qu'on a. Dès qu'on dépend de l'extérieur, on remet en cause sa propre indépendance. On doit marcher sur ces trois pieds. Est-ce que la question qui se pose, est-ce que nous, pris individuellement, nous pourrions le faire?
Ma conviction est que non, et c'est pourquoi on a, nous, fait le pari de l'Union, créant notre Union donc, africaine, avec le bilan que vous avez cité. Il est en effet, aujourd'hui, l'Afrique est un membre à part entière du G20, elle participera en tant que membre. On peut toujours se glorifier de ça, mais moi je pense que ce n'est pas une fait en soi que l'Union africaine soit là assise aussi, sans jamais oublier que nous pensons que jusqu'à preuve du contraire, la maison commune de tous ces peuples dont personne ne peut en être exclu, c'est les Nations Unies. Toutes ces institutions multilatérales qui existent donc ailleurs, elles chahutent, elles contestent en soi les Nations Unies. Qu'il s'agisse du BRICS qui se réunit ici, qu'il s'agisse du G20, du G7, du Quad, de tout ce que vous voulez, ce sont des organisations qui en soi risquent de remettre en cause le multilatéralisme. Mais en tout cas, c'est un acquis qui est donc là et qui est dit. Mais je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, de mon point de vue, qui a été fait au niveau de l'Union africaine, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes conscients, aucun peuple, aucune nation, et vous le savez, a réussi aussi. Ce qui fait votre force, c'est peut-être ça, c'est que vous avez une identité, que vous avez des valeurs que vous défendez. Nous aussi, au niveau africain, on pense que c'est ça qui constitue notre force, on croit à deux valeurs dont je venais de parler, l'union et notre intégration. Et ça, elle s'est concrétisée par l'Union africaine qui existe aujourd'hui. La seconde étape, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique dispose d'un agenda, l'agenda 2063, qui est donc sa vision à long terme. Mais ce qui n'est pas facile. Je pense que ça c'est le plus grand acquis qu'on peut donc avoir. Il y a la transcription contingente de cette vision qui est donc l'agenda 2063, qui est fait de façon décennale. Nous, ce qu'on défend, en tout cas, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Tout partenariat, qu'il s'agisse de partenariat avec la Russie ou qu'il s'agisse de partenariat avec n'importe qui, doit prendre ça en compte. Parce que c'est ça ce sont les priorités sur lesquelles nous sommes absolument d'accord. Il y a l'eau dans Népal, il y a surtout la zone de libre-échange qui est l'outil principal de mon point de vue, de notre intégration. Et donc, la force que nous avons, je viens de le dire, c'est la jeunesse de notre population. Alors que partout ailleurs, les populations sont vieillissantes, en Russie, en Chine, en Europe, un peu partout, c'est à peu près ça. Or, nous, on est un peu dans une autre dynamique, et ça, c'est de mon point de vue important. Ça, c'est donc l'union avec ces deux valeurs, l'agenda 2063, le plan d'action, et les piliers de ça, de mon point de vue, ce sont les communautés économiques régionales. C'est ça qui va constituer un peu notre force et qui fait que nous avons d'autres principes. Notre réunion d'aujourd'hui a permis de relever un certain nombre de choses qui sont donc utiles, à la fois pour nos partenaires, mais pour nous aussi. C'est d'évaluer d'abord le chemin que nous avons parcouru depuis Sochi. Ça fait 5 ans, quand même, ce n'est pas rien. Et ce qui a été fait, c'est aussi de dessiner ensemble des perspectives d'avenir de ce partenariat que nous souhaitons le plus utile possible. Nous avons demandé, nous tous d'ailleurs, je pense qu'il y a une vraie identité de point de vue entre l'ensemble des États africains qui sont donc là, c'est
les différents plaidoyers portés par l'Union africaine, on a demandé le soutien de la Russie par rapport à ça. Il y a aussi, je crois, une convergence aussi de point de vue. Nous faisons face à un vrai défi sécuritaire. Qu'il s'agisse de partenariats entre nous en tant qu'union, ou qu'il s'agisse de relations bilatérales, chacun a requis en effet de la Fédération de Russie. Quelques pays d'ailleurs ont signé déjà des accords pour renforcer leur système de défense et de sécurité. C'est une bonne chose. Donc la Russie participe aussi à ce que ces pays se renforcent pour assurer leur sécurité, et c'est d'un point de vue une bonne chose. Mais notre approche au niveau africain, on pense que la sécurité ne peut être que collective. Notre sécurité globale, même s'il n'y a pas d'architecture, comme vous le savez, qui assure la sécurité, mais en tout cas entre la Russie et l'Afrique, on peut en effet discuter de ce qui peut être donc utile. Mais la sécurité pour nous, elle est plus large aussi. Il faut l'allier. Donc il y a la sécurité au sens strict, défense, sécurité, militaire, policière, administrative, ce que vous voulez, mais il y a la sécurité énergétique, il y a aussi la sécurité alimentaire. Nous savons, vous le savez, la plupart des pays, dont le mien d'ailleurs, la plupart des pays qui sont autour de cette table, je sais en tout cas que c'est le mien, c'est le cas du Burkina Faso qui est en face, c'est le cas du Mali, c'est le cas dans un certain nombre de pays. Les importations de céréales sont faites à partir de la Fédération de Russie à plus de 50%, ce qui est énorme, ce qui est de notre point de vue. Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier les autorités parce qu'ils ont annoncé, le président Poutine a annoncé pendant le forum de Saint-Pétersbourg qu'il va donner gratuitement des céréales des pays. Apparemment, il a tenu parole, donc moi je pense que ça c'est une bonne chose. Mais sur le plan commercial seulement, moi en tout cas je sais que c'est le mien, mon pays, j'en ai cité quelques pays qui sont en face, on importe plus de 50% de nos céréales à part de... Donc pour nous, la Fédération de Russie est un vieux partenaire, est un vieil ami, à nous tous d'ailleurs qui sommes là. Il a aussi, la Fédération de Russie n'a pas le même contentieux historique que d'autres pays ont avec nous, en particulier le contentieux de la colonisation qui est pour nous une blessure extrêmement profonde. J'espère avoir répondu à votre question. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je voudrais poser la question au vice-président de la Commission de l'Union africaine, Madame Monique. Monsieur le ministre a mentionné l'agenda 2063, le document de programme de l'Union africaine qui a été adopté le 31 janvier 2015. Et en conformité avec ce document, l'Afrique, en 2063, 100 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, doit devenir un continent intégré et prospère qui est dirigé par sa population et qui joue un rôle crucial sur la scène internationale. 10 ans ont passé depuis l'adoption de l'agenda et d'après vous, quel est l'acquis principal sur ce chemin qui a été obtenu par l'Union africaine? La deuxième question qui préoccupe tous nos partenaires dans les conditions de sanctions illégitimes. L'un des problèmes clés est le système des paiements. Avant que vous avez pris la poste de la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, pendant 10 ans, vous avez occupé le poste dans la Banque nationale du Rwanda. Et d'après vous, comme un professionnel,
quel est le futur de ce système de paiement? Est-ce que nous pouvons ne pas utiliser le dollar? Est-ce que nous pouvons utiliser les monnaies nationales, les monnaies digitales, ou est-ce qu'on va créer une nouvelle forme de nos paiements mutuels? Je vous remercie. Thank you so much. Je vous remercie. Permettez-moi de vous remercier pour ces questions complexes. Je tiens à remercier les ministres pour avoir déjà mentionné l'agenda 2063. C'est un agenda crucial. Comme vous le savez, nous avons terminé le premier plan qui a duré une décennie. Nos leaders, en février dernier, ont adopté le plan pour la décennie à suivre qui va durer jusqu'à 2033. Si je dresse le bilan de notre travail depuis 10 ans, nous avons eu une convergence. Premièrement, nous avons adopté cet agenda comme un projet phare pour élaborer la politique intérieure, pour prendre des mesures régionales et pour établir les partenariats, ce qui constitue un élément clé. Nous avons réussi à rendre ces résultats nationaux. Nous avons déjà eu quelques acquis en ce qui concerne le développement de l'infrastructure, la croissance économique, la démocratie, la gestion, le développement social, la paix, la sécurité. L'agenda inclut 7 volets. Nous avons eu des acquis dans chaque volet. Nous avons un nombre de projets phares. Premièrement, c'est notre zone continentale de libre-échange. Il s'agit de l'intégration de nos marchés et cette question est quasi résolue. Nous avons fait entrer en vigueur le travail de centrale de l'Afrique. Il s'agit de la création de chaînes de logistique, les courants logistiques au sein de notre zone continentale de libre-échange. Nous implémentons ces standards dans tous les domaines. Bien sûr, à part de la zone de libre-échange, nous sommes en train de créer une zone pour l'intégration de l'espace aérien pour développer l'infrastructure sur le continent entier. Le cadre pour développer l'agriculture, il s'agit des structures de cadre. Il existe aussi une structure pour surmonter les pandémies qui nous permet de travailler ensemble. Nous avons créé des institutions diverses qui visent à maintenir et continuer ce travail commun. Par exemple, notre commission, nous avons réformé la commission et nous sommes en train de mener une réforme constitutionnelle de notre commission au niveau national, régional et pan-régional. Nous avons créé des associations comme l'Agence du développement. Nous avons créé un centre pour le contrôle des infections. Nous avons établi la zone continentale de libre-échange. Nous avons réussi à nous avancer. Nous avons créé un conseil d'affaires de l'Union africaine, ce qui nous permet d'établir la coopération de notre secteur privé. C'est une institution puissante de l'Union africaine. C'est notre acquis que nous avons obtenu ces dernières 10 années. Il y a d'autres institutions qui nous aident d'obtenir les objectifs que nous avons fixés. Et notre tâche, c'est de rendre l'Afrique un acteur international.
pour que l'Afrique puisse favoriser le développement de notre planète. Je pense que nous avons obtenu un progrès considérable, mais nous continuons ce travail. Il y a une question sur laquelle nous cherchons à nous accentuer. Nous espérons que la Fédération de Russie nous aidera dans le processus des accélération des échanges de technologies, des savoir-faire, des recherches. Il s'agit également d'unir nos voix au fur et à mesure que nous cherchons à assurer l'égalité, les conditions égales, puisque les vieilles conditions ont contribué à la marginalisation de l'Afrique et ensemble, nous sommes capables de nous avancer. Je tiens à dire que je suis rempli d'optimisme puisque j'ai entendu beaucoup de paroles positives au cours de nos négociations. Tous les invités, tous les participants ont dit que la Fédération de Russie était à côté de l'Afrique dans sa lutte contre l'apartheid, contre la colonisation, et l'Union africaine se pose la question, est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour libérer notre potentiel économique, pour assurer la prospérité pour notre jeunesse, pour nos enfants, pour notre secteur privé, pour qu'il soit plus prospère. C'est ce que je voulais dire en ce qui concerne l'agenda 2063, en ce qui concerne votre deuxième question. S'agissant du commerce international, les moyens de paiement est une question cruciale. Dans le sens historique, nous avons examiné de nombreux exemples d'utilisation. Il y a eu le standard d'or. Et aujourd'hui, que la réalité est que l'accès aux monnaies étrangères est plein d'obstacles puisque le commerce avec de nombreux partenaires, nous avons besoin des processus qui apportent des fruits. En ce qui concerne l'Afrique et les institutions africaines, nous examinons cette question sous le prisme de la stratégie. Est un outil que nous avons évoqué, c'est la création et l'implémentation du système panafricain des paiements. C'est un instrument qui, à côté de Afreximbank, nous allons utiliser cet instrument en tant qu'un outil fonctionnel. Et maintenant que nous sommes ici, on effectue les opérations dans les monnaies étrangères. Il y a aussi des opérations dans les monnaies nationales. Notre travail est bien mené. Nous utilisons ces opérations pour les biens et les produits et nous observons la croissance dans l'utilisation de cet instrument. Deuxièmement, nous cherchons à utiliser la monnaie panafricaine. Vous savez bien qu'il existe un agenda qui vise à nous rendre une union humanitaire et monétaire. Il y a quelques années, nous avons tenu la réunion des chefs d'État et de gouvernement. À cette réunion, nous avons adopté un nombre de mesures macroéconomiques. À ces fins, il nous faut de créer une institution financière qui va surveiller cette situation. Cette année, nous avons
travaillé pour mettre au point ce projet. Nous espérons qu'en 2025, en février, à l'Union Paris, nous allons présenter un instrument qui sera capable d'instaurer cette institution pour qu'il soit capable d'assurer la proximité macroéconomique. C'est notre contribution. Et c'est l'objectif sur lequel nous focalisons et nous espérons que nous serons capables de résoudre des problèmes que vous avez évoqués. Je vous remercie. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons discuté beaucoup de questions qui sont liées aux perspectives de nos relations et les problèmes auxquels l'Afrique et la Russie font face dans le moment où l'ordre mondial est en train d'être transformé. Monsieur Lavrov, pour conclure notre cérémonie, est-ce que vous voulez dire quelque chose à tous les participants de la conférence? Vous savez, je ne suis pas à l'aise quand je donne les instructions à mes collègues parce que nous devons être sincères, nous devons discuter de plusieurs choses, nous devons exprimer nos préoccupations et aujourd'hui, nous avons évoqué beaucoup de sujets. Nous avons exprimé nos propositions, mais nous n'avons jamais essayé de chantager, d'utiliser les tentatives d'exercer la pression sur nos amis. Et l'Occident, il utilise toujours ces méthodes et malgré la tendance puissante de la formation d'un ordre du monde multipolaire, il essaie de faire traîner cette tendance positive. L'Occident ne veut pas perdre son hégémonie, c'est pourquoi les méthodes qu'il utilise par rapport à la majorité globale ressemblent aux méthodes coloniales. Mais la seule différence, c'est qu'il n'y a pas de la violence physique, mais de temps en temps, l'Occident organise les aventures telles que l'intervention à la Libye, la destruction de l'État libyen. Comme vous savez, il y avait eu un éclat et cet éclat reste toujours dans les régions sahélo-sahariennes en Afrique. C'est l'éclat du terrorisme. Cela se propage vers la Syrie, vers l'Irak et les autres régions. Les méthodes de faire peur aux gens, les méthodes du chantage sont toujours utilisées par l'Occident pour essayer de dresser la majorité globale contre la Russie et contre la Chine. Nous avons les méthodes différentes, les autres méthodes, et quand j'ai cité M. Poutine, qui avait dit il y a 2 jours que jamais nous n'avait effectué l'exploitation, n'avait organisé l'exploitation en Afrique, et plusieurs acteurs africains se sont rappelés du rôle positif joué par l'Union soviétique dans le processus de la décolonisation et nous allons continuer de façon positive et constructive. Nous allons travailler dans l'esprit du premier et du deuxième sommet Russie-Afrique. C'est dans cet esprit que nous allons préparer l'organisation du 3e sommet Russie-Afrique et préparer une conférence suivante du partenariat du Forum Russie-Afrique. Et j'espère que cette tendance portant sur la transparence, c'est le bon exemple pour les autres institutions, soit le G20, soit les autres structures où aucun pays ne va imposer sa volonté contre les autres pays, y compris au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est pourquoi je n'ai aucune recommandation et aucune
instructions. Je remercie tous les collègues africains, tous les amis africains qui sont venus ici. Et je vous prie de bien vouloir transmettre à vos ministres les salutations chaleureuses. Nous avons défini un programme très chargé. Nous avons adopté beaucoup de documents lors de nos rencontres bilatérales. Nous allons travailler à la base de ces documents. Je voudrais remercier notre modératrice pour son travail en tant que chef du Institut africain de l'Académie russe des sciences, Madame Abramova. Nous allons atteindre les documents analytiques après que les experts font leur rapport et forment leur opinion personnelle. Je vous remercie encore une fois. Merci à tous les participants. Je souhaite à tout le monde le travail peut-être pénible et difficile, mais très intéressant. À bientôt.